D'accord. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, un cours qui cette fois-ci se passera en Zoom. Mon objectif était quand même que l'on ne laisse pas trop les semaines filer au point de décrocher complètement du cours. On va essayer de partager et lancer ce cours parce que ça va être quand même relativement rapide. Pom pom pom, pac, tac, partager. Alors, on se retrouve avec notre répertoire de travail. Nous sommes donc dans Google Drive. Google Drive, c'est une simulation de l'espace de travail collaboratif de n'importe quelle entreprise. Dans toutes les entreprises, il y a un espace de travail collaboratif dans lequel on partage des données. On rappelle que la donnée essentielle ici, c'est le CSV. Hein, aujourd'hui, on travaille avec un partage de données. On imagine que l'informaticien, que l'application que vous utilisez, que le logiciel marketing, que ce soit l'analytics de Facebook, de Google Web, de Google Analytics, de Instagram, quoi que ce soit, et générer un ensemble de données. Et ces données, en général, on les récupère en CSV ici. Je vous ai montré un GUXF et là, cette année, on n'aura pas le temps de travailler sur l'analyse réseau. C'est pas grave, hein, pour ceux qui me retrouveront en master, on aura largement l'occasion de travailler là-dessus. Mais je vous ai mis quand même sur eCampus des vidéos qui sont assez complètes à mon goût et qui permettent une auto-formation complète et une introduction à ce que c'est que l'analyse réseau. À partir du CSV, évidemment, on fait un tableur. Ce tableur nous aide à recoder, à nettoyer, visualiser, enfin, nettoyer et recoder nos données. Et à partir de ce tableur, on générera notre propre CSV pour basculer vers tableau. Ici, je vous rappelle que je vous ai mis des fonctions. Alors, jusque-là, il n'y avait que la fonction GPT. J'ai amélioré, j'ai profité de ce petit moment de liberté pour améliorer cette fonction. Et vous verrez que désormais, j'ai mis tous les LLM. Hein, une fonction GPT, ici par exemple, qui accueillera votre prompt, la clé API que vous avez été chercher dans l'API et le modèle que vous utilisez. Alors, et par défaut, j'ai rajouté une petite fonction, c'est que si vous ne mettez pas de modèle, par défaut, il a un modèle minimum. Ici, par exemple, pour GPT, GPT-4 Omni, que j'ai choisi être le meilleur, le plus rapide et le moins cher. Donc, vous voyez, on a ici la fonction GPT. Ici, on a la fonction DIPS, qui veut dire DeepSeek, et qui a son modèle unique qui s'appelle DeepSeek Chat. Alors, Deep, c'est à la fois le plus puissant et le moins cher. Hein, c'est le modèle chinois qui a écrasé un peu tout le monde. C'est le modèle le plus puissant et le moins cher. Ici, on a Gemini, qui est un autre modèle très très puissant. C'est Google. Gemini, c'est Google. Et à la fois, on a la clé ici et on a le moins cher, le Gemini 2. Flash, qui est à la fois le plus puissant et le moins cher, le meilleur rapport qualité-prix. Alors, on a les Français, Mistral, avec un petit LLM qui se bat bien, qui se débrouille bien. Et ici, on a Claude pour tout ce qui est programmation informatique, etc., avec son petit modèle. Hein, la plupart des LLM ont des petits modèles rapides et des très gros modèles puissants. Évidemment, ce n'est pas le même prix. Donc, par défaut. Mais ça veut dire que quand vous appellerez cette fonction, vous pourrez vous choisir un autre modèle et le rentrer dans les paramètres. Bon, tout ça, maintenant, vous connaissez très bien, donc il n'y a pas besoin de revenir. Alors, ici, on va avoir donc le CSV. Je vous rappelle que nous travaillons sur un ensemble d'articles. Hein. On s'est mis dans une étude de marché où on va savoir autour d'une controverse qui parle sur une thématique donnée. Hein. Vous choisissez votre thématique donnée. On a récupéré les données. Enfin, votre informaticien a récupéré les données. Ceux qui seront avec moi en master, ben, vous apprendrez à récupérer les données. Ce n'était pas l'objet de ce cours aujourd'hui. Mais jusque-là, pour l'instant, c'est un informaticien qui a scrollé le web et qui vous a récupéré un ensemble de données. Donc, c'est un ensemble d'articles qui traitaient sur l'intelligence artificielle et le travail. Et la première chose que l'on a fait, c'est qu'on a appris à recoder ces données. Et rappelez-vous, on avait les données quantitatives ici. On sait distinguer maintenant des données quantitatives. On sait distinguer des données qualitatives. Ici, par exemple, le nom de domaine, qui est une donnée qualitative. À Radio France, on voit qu'elle revient plus souvent. Radio France, c'est la qualité de cette page. Cette page web a comme qualité un certain site web, donc Radio France. Et on avait des données dates qui sont particulières. On a déjà expliqué que la nature des dates est à la fois quantitative et qualitative et qui permet toutes sortes de recodages.
Dans les exercices précédents, on avait appris à transformer une quantitative en qualitative. On avait fait des formules très compliquées. Là, par exemple, j'ai laissé celle-là à la fin de notre dernier cours de recodage. On avait catégorisé en 5 catégories une quantitative en fonction des médianes, en fonction des moyennes, en fonction du dernier décile. Et on avait créé une échelle qualitative. Vous verrez tout à l'heure graphiquement, c'est très utile. Ça permet de produire des qualités. Et puis ici, on avait vu aussi que des données qui sont ni qualitatives ni quantitatives, qui sont des données brutes, ce qu'on appelle des raw données ou des données brutes. Ici, c'est par exemple les titres et les descriptions de l'article. Et ben avant, le recodage de ça se faisait humainement parce qu'il fallait la puissance d'un cerveau humain pour lire ces articles les uns après les autres. Vous voyez, celui-là, par exemple, on lisait entièrement un article. Et soit on faisait une thématique globale, c'est-à-dire qu'on lisait l'article et on disait, tiens, on va essayer de refermer cette complexité en une variable qualitative, c'est-à-dire on va lui donner un thème, soit on faisait même des thématiques partielles, c'est-à-dire qu'on lisait l'article et on sélectionnait des textes et on disait, tiens, ça c'est le thème, c'est le thème. Évidemment, quand vous convertissez un article, eh ben, au début, vous ouvrez les thèmes. Vous êtes en qualitatif ouvert. Tout ce jargon, maintenant, vous le connaissez bien, hein, du qualitatif ouvert, c'est-à-dire que c'est une qualité, mais je ne peux pas prédire toutes les qualités existantes. Donc, eh ben, je vais coder les uns derrière les autres. Et puis après, je vais me retrouver avec trop de diversité, trop de qualité. J'ai créé trop de thèmes. Alors, mon cerveau, lui, comme il a une mémoire, il va essayer naturellement d'ouvrir le moins de thèmes possible. Mais imaginons que je travaille avec 5 ou 6 collaborateurs et que je décide de refermer thématiquement, mais d'une façon ouverte, hein, de recoder, pardon, thématiquement, mais d'une façon ouverte, et ben moi et mes collaborateurs, on va quand même créer un paquet de thèmes. On peut dire qu'on va créer 40, 50, 60 thèmes. C'est pas, avec 5 collaborateurs, c'est assez logique. Mais très vite, on va voir que ces thèmes sont en fait identiques. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait en général un deuxième recodage, c'est-à-dire qu'on sélectionne les 50 thèmes, on les sort dans un document à part, et on leur demande d'essayer d'écraser ces thèmes. On fait un recodage de recodage en disant, bah voilà, quels sont les thèmes les plus proches, et est-ce qu'on peut atteindre 12, 13, 15 thèmes maximum? Parce que sinon, vous imaginez que si on a 500 individus, que j'ai 10 thèmes en moyenne, bah, ça va faire 50 individus par thème. Là, on peut avoir une belle variation. La variation idéale, rêvée, c'est d'avoir 100 individus par thème pour avoir une grande variabilité à l'intérieur intra-thématique, à l'intérieur du groupe, intra-groupal. Si on fait trop de thèmes, bah, il n'y a pas assez d'individus dans ce thème, donc on n'arrive pas à dégager des informations pertinentes pour ce thème. Donc ici, on avait à peu près 500 pages. Donc l'idéal, c'est de faire 10 thèmes. Là, j'en ai fait 12, 14 en fonction des thèmes. J'ai fait la même chose ici avec le domaine. Et là, on a beaucoup moins de domaines, hein, donc, parce que c'est déjà un recodage, c'est déjà un groupe, une qualité. J'ai essayé de la refermer, cette qualité. Et donc, par exemple, j'ai demandé à ce qu'on crée une dizaine de catégories de thèmes. Alors, comment j'ai fait? Ben, on est au 21e siècle, on est en 2025. Et donc, évidemment, vous avez compris que ce n'est plus un humain qui fait ça. Maintenant, c'est une IA qui fait ça. Et je vous ai donné des fonctions d'IA pour faire ça. Et donc, je vais vous montrer. Là, c'est la version propre, mais la version brute, elle est là. Allez, on va essayer de se reprendre en main et on va voir ça de près. Donc, j'espère que tout le monde a encore en tête, parce que, évidemment, c'était il y a longtemps, tout le monde a encore en tête l'idée qu'on démarre d'un CSV. Alors, voilà à quoi ressemble un CSV. Ça, c'est un informaticien qui vous l'apporte, c'est pas à vous, c'est pas à nous. Ah non, zut, là, il vous le montre pas sous format CSV, justement. Je voudrais juste voir le CSV brut, parce que là, il le convertit, il l'absorbe directement dans Google Spreadsheet. Et donc ça ne m'intéresse pas. Ah, voilà, texte edit. Voilà, et là, vous allez voir à quoi ça ressemble. C'est très moche. Un CSV, ce n'est pas fait pour être regardé par un être humain, c'est produit par une machine.
Ça a quelque chose de très particulier, un CSV. La première ligne que vous voyez ici, que je vais agrandir, c'est la ligne des champs. C'est le nom des champs. L'idée, l'URL, le titre, la description. Et juste en dessous, on a une ligne qui comprend la première entité. Et puis, alors là, bon, comme il y a du texte, etc., c'est hyper compliqué. Alors, vous voyez, c'est inavalable tout ça. Donc ça a été produit par une machine et c'est à destination de communication entre les machines. Et donc, à partir de là, eh ben, on va créer un spreadsheet, que ce soit dans le tableau Excel ou dans Google Excel, qu'on va appeler du nom de notre projet, IA Travail. Donc, en général, au projet, on donne un mot-clé, IA Travail. Et ici, dans l'onglet, on va mettre ce qu'il y a de données dans cet onglet. Donc ici, en l'occurrence, ici, c'est des pages web. C'est l'objet, l'individu que nous allons étudier, c'est la page web. Donc fichier, importer, importer, parcourir. Et donc là, je vais aller dans mon projet. J'espère qu'il est là. Oui, il est là tout de suite. Et là, vous voyez ici, j'ai ISV travail page. Alors attention, on ne fait pas d'ouvrir. Il y a souvent les débutants, vous faites du ouvrir au lieu de l'importer. Ouvrir, pour un logiciel, c'est ouvrir les fichiers qui sont de la même nature que le logiciel. Ça veut dire que pour Excel, ouvrir, c'est ouvrir un fichier Excel. Pour Tableau, ouvrir, c'est un fichier Tableau. Alors que là, il s'agit d'un fichier qui n'est pas de la même nature. C'est un CSV, c'est une nature primitive, générique. Et donc, on ne fait pas d'ouvrir, on fait des importer parce qu'il y a une logique de conversion. C'est-à-dire qu'on va convertir un fichier qui n'est pas de la même nature en un autre. Et donc, c'est pour ça qu'il existe à côté de la fonction ouvrir, la fonction importer. Ce n'est pas la même chose parce qu'il y a une logique de conversion. Et on va le voir ici. Quand j'importe le CSV, il ne va pas l'ouvrir. Il va me montrer une fenêtre ici, qui est une fenêtre de conversion. Et on va la lire tranquillement. Importer un fichier. Voilà le nom de fichier que vous m'avez donné. Qu'est-ce que je dois faire? Dans quel emplacement? Ici, je vais lui dire, il y a plein de possibilités, de l'ajouter à la feuille qui est déjà ouverte. Il l'appelle la feuille active. Et il me dit, mais si c'est un CSV, il y a un séparateur. Quel est le séparateur? Moi, je sais que c'est des virgules, mais je préfère laisser Google faire son travail. Et il me dit, est-ce que je convertis les textes en nombres et les dates en dates, etc., etc. Je dis oui, essaie de le faire. Et vous voyez, il a importé dans un joli tableau Excel. Et ici, j'ai les données. Et ici, j'ai le nom des colonnes. Et ici, j'ai les données. Donc moi, par habitude, tout de suite, pour m'aider à travailler, je vais augmenter le nom, je vais les mettre en gras pour ne pas les confondre avec les données. Et j'ai une autre petite astuce, c'est que dans Affichage, je vais figer la première ligne. Comme ça, quand je bouge les données, je vois toujours mes noms de domaine, mes noms de variables. C'est hyper intéressant parce que si j'ai 10 000 données, bah, je peux me balader. À un moment, je ne suis pas perdu, je sais de quelle variable il s'agit. C'est la première petite astuce. Alors, vous voyez qu'ici, bah, c'est très hétérogène, les largeurs. Ça non plus, j'aime pas. Donc, je vais sélectionner la ligne sur la gauche. Je vais faire CTRL A, bouton droit, redimensionner les lignes. Tac, OK. Alors, attention, il faut bien que je sélectionne une ligne et pas une cellule. Une ligne, ici. Une fois que je suis sur une ligne, que j'ai bien cliqué sur une ligne, je fais CTRL A ou commande A pour ceux qui ont un Mac. Et tout en restant dessus, je fais bouton droit, redimensionner les lignes. Et là, ça me permet d'avoir quelque chose de propre. D'accord? Donc maintenant, on va voir les trois sortes de variables. Ici, on a des variables, quatre sortes de variables, pardon. Ça, ce ne sont pas des variables, ce sont des informations brutes. Pourquoi? Parce que ça ne se répète pas. Une variable, c'est quelque chose qui varie dans une échelle donnée. Ici, chaque ligne est unique. Chaque adresse est unique. Chaque titre est unique.
Chaque texte est unique. Donc, ce ne sont pas des variables, ce sont des informations brutes. Vous devez apprendre à distinguer une variable d'une information brute. Ici, c'est une variable identifiante, donc c'est une information brute. Par contre, regardez, ici, ça ressemble à une variable, mais pas de chance, ce n'est pas une variable. Ça ressemble à des données brutes, je vais essayer de reprendre le fil, mais ce ne sont pas des données brutes, ce sont des variables. Pourquoi? Parce qu'elles se répètent. Les échos, on le revoit ici, on le revoit ici, on peut le trouver partout. Et d'ailleurs, la description des échos, c'est la même ici et la même ici. Donc c'est une catégorie. C'est comme blond, brun, grand, petit. C'est une variable qualitative. Et elle est fermée. Il y a un certain nombre de variables. Et puis ici, vous allez avoir des variables quantitatives, la pertinence de la page par rapport au sujet, le nombre de fois où il a été partagé sur Facebook, le nombre de fois où il a été commenté, le nombre de fois où il y a des réactions comme like, etc. Le nombre de liens qui pointent vers la page, son rang, etc., etc. Et on avait montré aussi que on a une variable temporelle. Ici, on a l'année, le mois, le jour. Il n'y a pas l'heure et les minutes, ni les secondes. Et ça, c'est une autre type de variable. Donc, il y a quatre sortes de variables. Les variables qualitatives, les variables quantitatives, et les variables temporelles et les variables quantitatives. Trois sortes de variables et les données brutes qui ne sont pas des variables. Donc ça, la première chose qu'il faut retenir, quand j'ai un tableau devant moi de données, il y a quatre familles de variables, quatre natures de variables. Les données brutes, qui ne sont pas des variables, les variables qualitatives, qui sont des catégories, les variables quantitatives et les variables temporelles. Voilà, ce sont les quatre grandes catégories de variables. Et il y en a une cinquième qui est la variable binaire, 1, 0, qui elle est universelle, c'est la variable binaire. Et on avait dit qu'un de nos enjeux, ici, c'était être capable de transformer une variable en une autre, parce que souvent les variables sont mal configurées et elles expriment moins bien des idées fortes. La qualité et la compétence première du data analyst, outre de savoir importer, c'est de pouvoir recoder les données. Alors, on avait montré dans une vidéo assez simple, je ne vais pas y revenir, qu'il faut d'abord se balader dans ces variables, les regarder, comprendre leur nature, chacune des variables. On repère par exemple ici que deux variables n'ont pas marché. Ce sont les NA. Donc, on a eu un bug. On trouve ici qu'il y a beaucoup de trous. Alors, l'exigence voudrait que, on remplisse les trous. Vous voyez, on n'a pas la description du domaine ici. Je vais aller ici et je vais aller chercher la description du domaine. Donc c'est un travail de fourmi, mais c'est souvent exigé que l'on nettoie les variables. Nettoyer les variables, c'est enlever les erreurs, enlever les NA, ici, enlever les bugs. Vous allez voir ici, par exemple, regardez, il y a un bug. Alors ça, c'est très courant, hein. Il n'apparaît pas sous le même format que les autres, ça s'appelle un bug. Donc je suis censé prendre toutes les variables, les unes derrière les autres, descendre jusqu'au bout et me balader jusqu'au bout. Attention, hein, le nettoyage de données, c'est une demi-journée, hein, minimum. Si on voit qu'il y a des bugs répétitifs, on peut faire un rechercher remplacer. Vous voyez, ici, hop, c'est vide, NA. Donc, quand il y a des colonnes entières de NA, là, c'est un sacrifice, hein, ça veut dire que ces deux variables ne marchent pas. Mais quand il y a quelques NA, il faut les remplir. Il faut comprendre pourquoi il n'y a pas eu d'NA. Ce sont des bugs informatiques. Et ça, tous les logiciels du monde vous fourniront les mêmes NA. Ici, par exemple, on a le 2024, 19 juin, donc 2024-06-19. Et hop, on nettoie la main. Bon, là, on n'a pas le temps, mais c'est une chose à faire. Ça s'appelle la phase nettoyage. Et il y a à ce propos une vidéo ici entière consacrée à l'importation, nettoyage des données, avec des fonctions rechercher, remplacer, etc., etc. Ça, vous êtes censé le faire, c'est la première étape. Quand je vous donnerai un CSV avec des données, il y aura des bugs, il y aura des pièges, il y aura des choses qui ne marchent pas. Donc la première prudence, c'est d'importer les données, de mettre au propre ces données, de les rendre lisibles en mettant en gras, etc., etc. Et surtout de se balader dedans pour qu'il n'y ait pas de bugs, qu'il n'y ait pas d'anomalies et de nettoyer toutes les anomalies. Là, d'autant plus que vous serez à 4 dessus, donc vous vous partagerez les lignes.
et vous vérifierez qu'il n'y a pas d'anomalie. Et vous ferez les recherches remplacées nécessaires. Bon, ça c'est la première étape. Non, pardon, c'est ici. Ça, c'est la première étape. Maintenant, on va essayer d'enrichir les données. Trois sortes de recodage. Recoder des données qualifiées, recoder des données quantitatives, recoder des données qualitatives. Alors, les données qualitatives, on va commencer par le plus simple, les données quantitatives. On va en prendre une au hasard qui est le partage Facebook. Voilà une donnée quantitative. On nous dit que cette page a été partagée 4800 fois, cette page a été partagée 459, 872. Bon, à part qu'on voit qu'il y a des gros chiffres et des petits chiffres, je ne vois pas comment je pourrais donner du sens à tout ça. Oui, bah voilà, il y a 10 900. Ce ne sont pas des informations stratégiques. C'est en ça que le data analyst va jouer un rôle important. Ce ne sont pas des informations stratégiques, ce sont des informations brutes et elles ne donnent pas de sens. Et donc, on va apprendre très rapidement à recoder ces données pour qu'elles donnent du sens. Alors, on va commencer doucement. Et le premier recodage qu'on apprend en général, c'est donner du sens à cette variable quantitative en fonction d'un critère. Est-ce que c'est plus, c'est moins, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Donc, c'est ce qu'on appelle la reconversion binaire. On va prendre une variable quantitative et on va la reconvertir en binaire. Donc, je vais l'appeler Facebook share underscore bin. Petite erreur, Facebook share underscore bin. Alors, petite parenthèse, ici, je vous ai donné toutes les formules qui permettent de faire la plupart des recodages. Mais aujourd'hui, on est en 2025 et on travaille avec des IA. Donc, on ne va pas hésiter ici à aller se chercher, je ne sais pas, un petit... moi, j'aime bien Claude, même s'il est très limité, et j'aime bien Gemini aussi. Tiens, on va travailler avec Gemini parce que Gemini, c'est Google. Donc, comme Gemini, c'est Google et qu'on travaille avec Spreadsheet, je suppose qu'il doit être super entraîné pour travailler. Vous voyez, ici, il y a plein de... Même le Flash, il est très très bien, hein, le 2.5. Je vais prendre le plus faible, le gratuit. Donc, il y a mes formules de base. Ici, on apprend à faire une quanti, pardon, vers binaire, là, voilà, hop, on va essayer de faire un save. Donc, quand je lance une fonction, je mets un égal. Dès que je mets un égal, que ce soit sur Excel ou sur Spreadsheet, il sait que je vais faire de la programmation informatique. Ça veut dire que je vais rentrer un script. Alors moi, pour respirer un petit peu, je vais même agrandir cette fenêtre pour être cool, pour me retrouver dans une ambiance lisible. Je vais grossir aussi le trait. If, c'est une fonction. C'est-à-dire que c'est un logiciel. Vous savez, ça paraît banal, mais quand j'appelle if, j'appelle un script, j'appelle un logiciel qui va faire un travail. Chaque fonction est un mini logiciel. C'est-à-dire que chaque fonction, on doit apprendre à l'utiliser. C'est pas tac tac. Vous avez une habitude, une mauvaise habitude de vouloir que les choses soient immédiates, qu'ils soient. Non, c'est un apprentissage. C'est pour ça qu'il faut mettre 150 heures dans sa vie pour commencer à contrôler et à maîtriser quelque chose. Donc, la fonction if, même si c'est la première des fonctions, même si elle est la plus simple, eh bien, il va falloir la découvrir, il va falloir l'apprendre, il va falloir aller sur Internet, il va falloir demander à ChatGPT ou à Gemini de m'expliquer comment ça fonctionne. Et plus je vais adopter de fonctions, plus je vais mettre des outils dans ma boîte à outils, plus je vais savoir fabriquer des beaux meubles. Hein, on est dans l'artisanat, on est dans le savoir-faire. Prenez le temps. Prenez le temps d'aller acheter vos outils, de lire le manuel de comment ils fonctionnent, de les manipuler, d'apprendre à les manipuler et ensuite de les rajouter à votre boîte à outils. Et à la fin, vous aurez un atelier de compétences, un atelier d'outils qui vous permettra de faire des choses extraordinaires, qui ont beaucoup de valeur, et c'est pour ça qu'on vous paiera pour ça. Hein, moi, j'insiste beaucoup sur la compétence, la fonction compétence et l'outillage qu'il faut. Donc là, il s'agit de dire euh, est-ce que ça, c'est supérieur à ça? Donc, on va faire un if ici et on va lui dire qu'il va aller chercher M2. Vous voyez, j'ai cliqué sur M2.
Et je vais voir si c'est supérieur ou égal à 100. Un if, c'est binaire. C'est soit ça l'est, soit ça l'est pas. Et le programme vous demande, bah, qu'est-ce que je dois faire si ça l'est, true, si c'est true, T-R-U-E, hein, si c'est vrai. Et qu'est-ce que je dois faire si ça ne l'est pas? Eh bien, point virgule, si ça ne l'est pas, si ça l'est, tu dis super. Si ça ne l'est pas, oh, c'est nul. Point d'exclamation. Alors là, on apprend plein de choses. On apprend que, évidemment, les données, elles sont mises entre guillemets. J'aurais pu mettre des chiffres, etc. Je tape entrée. Et là, il me demande est-ce que je dois appliquer cette formule à tout? Et je vais lui dire oui, tu peux les appliquer à tout. Et vous voyez les données. Celles qui sont en dessous de 100, oh, c'est nul. Celles qui sont au-dessus de 100, c'est super. Bon, ça, c'est une démonstration d'école, hein. On, on a bien compris que c'est une démonstration d'école. Ce n'est pas ce qui va m'intéresser. En fait, ce qui va m'intéresser, c'est par exemple qu'il regarde si 106, c'est au-dessus de la moyenne. Est-ce que l'élève avec 106 Facebook Share a eu une note au-dessus de la moyenne? La moyenne étant le comportement moyen des pages web. Moi, à ce jour, je ne connais pas la moyenne. Je ne sais pas quelle est la moyenne des Facebook Share. Donc, je ne sais pas ce à quoi on aurait pu s'attendre. Donc, ici, on peut mettre une colonne moyenne. Et je ne sais pas ce à quoi on aurait pu s'attendre pour les Facebook Share. Donc, on va appeler la moyenne, average en anglais, et on va lui dire, tu vas me calculer la moyenne de ça à... Évidemment, il faut lui dire sur quelle donnée je vais calculer la moyenne. Toc, 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 toc. Alors, on va mémoriser une fois pour toutes hein, que nos données vont de 2 à... Parce qu'on ne va pas faire ça à chaque fois. 2 à 431. Non, là, par contre, je n'ai pas besoin d'une saisie. Zut. C'est pas parce que j'ai... Bon, je recommence. Average. Et là, je n'ai pas besoin 2 à M 431. Top. Average. Merci. Alors, il faut être d'une grande patience, hein. Quand on démarre, il y a plein de bugs. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, vous n'êtes plus tout seul. Vous avez une LLM et vous pouvez lui poser la question. Ma formule ne marche pas, je ne comprends pas pourquoi. Et vous avez désormais un prof à domicile. Vous êtes une génération bénie sur ce point-là. En auto-formation, aujourd'hui, vous avez désormais un enseignant à votre disposition qui va vous aider à progresser. Alors attention, si vous lui déléguez le travail, si vous lui faites faire, bah, c'est lui qui sait et pas vous. Et donc un jour où vous n'aurez pas accès à votre assistant, bah, on découvrira l'étendue de votre incompétence. Donc ne l'utilisez pas comme un assistant qui fait le travail à votre place, ne soyez pas incompétent, on en a assez. Utilisez-le comme un enseignant, comme un euh, coach qui va vous apprendre et récupérer cette compétence en vous. Donc vous voyez, ici, j'ai fait un if et ici, j'ai fait une moyenne. Eh bien, on va mettre l'un dans l'autre. On va fusionner l'un dans l'autre. Je vais reprendre cette formule sans le égal, attention, hein, sans le égal. Je vais la couper. Et là, zut, et là, au lieu de me demander si c'est supérieur à 100, je vais me demander si c'est supérieur à la moyenne. Et là, au lieu de mettre super, je vais mettre un 1, parce qu'en binaire, en général, on travaille à 1, 0. Et là, je vais mettre un 0. Et là, je viens de produire de la connaissance. Une connaissance qui, a 5 minutes, vous n'aviez pas. Est-ce que 106, c'est bien ou c'est pas bien? Eh bien, je vais faire ça. Et ensuite, je vais tirer tout le long. Et vous voyez, vous venez de produire de la valeur pour votre entreprise. Ça paraît tout bête, hein. Je sais que ça paraît grandiloquent, mais vous verrez qu'à terme, vous produirez de la valeur pour votre entreprise.
valeur stratégique. 106, eh ben, c'est pas génial. 76, c'est pas génial. C'est pas un jugement de valeur. C'est vous expliquer. Si on prend la moyenne qui est de 144, les gens qui ont en dessous de 144, alors vous allez me dire pourquoi j'ai pas mis 144? Ben parce que les données vont changer, mais votre formule, elle ne doit pas changer. Donc la semaine prochaine, on aura des nouvelles données, le mois prochain. Donc vous ne pouvez pas mettre 144. Vous ne pouvez pas mettre une donnée fixe. Il faut mettre une donnée dynamique, c'est-à-dire une donnée qui va s'auto-nourrir et qui va s'auto-adapter. D'ailleurs, à ce titre, si j'avais été malin, j'aurais même pas mis M2, j'aurais mis M à M. Et vous voyez, il va faire la même chose, c'est-à-dire que j'aurais beau rajouter des lignes au-delà de 431, et ben, il les prendra automatiquement pour calculer la moyenne. Donc ça, c'est beaucoup plus malin que de mettre une ligne fixe, parce que si vous rajoutez des lignes, eh ben, lui, il ne calculera pas la moyenne avec les nouvelles lignes. Alors que si je mets M à M, eh ben, il calculera la moyenne. Bon, vous avez compris la logique. Alors ici, je peux mettre n'importe quel seuil. Je pourrais mettre la médiane. Et c'est exactement la même chose. Ici, par exemple, je peux me demander si la médiane est la même. Et vous allez voir que pas du tout. La médiane, pas du tout. Et non, la médiane, c'est 17. Vous voyez, on est dans un système très inégalitaire. Vous savez la différence entre médiane et moyenne. Ne me dites pas non, hein, normalement, vous avez eu des cours pour ça. Demi, au moins la seconde. La médiane, c'est ce qui partage la population en 50-50. Elle est de 17. Ça veut dire la moitié de la population a moins de 17 partages. Par contre, la moyenne est de 144. Quand on voit qu'une moyenne et une médiane est à ce point différente, c'est qu'il y a des gens qui ont eu des notes très très fortes et qui ont augmenté la moyenne très fortement. Donc il y a une inégalité devant le partage Facebook. Donc je pourrais être plus intéressé. En fait, dire que quelqu'un il devait faire 144 en partage, c'est faux. Parce que 50% de la population a fait moins de 17. Et c'est ça qui m'intéresse. Et donc, quand on est dans des distributions très inégales, dans lesquelles il y a des gens très très forts qui ont tendance à déformer la moyenne, je préfère largement la médiane, qui elle est beaucoup plus réaliste que la moyenne. Parce que tu verras que la moyenne, quasiment personne n'a fait 144. La plupart ont fait 17 et moins. 50% ont fait 17 et moins. Et là, donc, oui, il y a beaucoup de gens qui vont basculer en zéro et beaucoup plus qui vont basculer en 1. Donc elle, je vais la mettre en bleu exprès, à titre pédagogique, pour dire, attention, cette variable, elle a été créée. Et au lieu de laisser la formule, quand je suis content de ma formule et que j'ai bien vérifié que ça marchait, hein, je me suis baladé pour vérifier que ça marchait bien, soyez prudent, soyez calme, ça va déjà assez vite, il n'y a pas besoin d'accélérer la vitesse, il n'y a pas besoin de bâcler son travail, il n'y a pas besoin d'être mauvais, il s'agit de données stratégiques, des données qui vont engager l'entreprise. Donc, on ne peut pas se permettre de faire des erreurs à ce niveau-là, hein. Vous allez dire des choses sur ces données. Donc, à chaque étape, il faut être prudent et calme. Une fois que j'ai bien vérifié qu'elle marchait bien, je choisis la colonne, je fais CTRL-C et je fais disparaître la formule. Effectuer un collage spécial, valeur uniquement. Et désormais, quand je coche, ben, je n'ai que les valeurs. Il n'y a pas de risque de manipulation qui risque de transformer les données. Alors moi, je ne fais pas ça en général. Une fois que j'ai mis toutes mes formules, je fais une copie de mon tableau et dans la copie de mon tableau, j'écrase les données. Comme ça, je garde une version, copie de mon tableau que j'appellerai finale. J'écrase les données, les différentes formules et je garde une version de formule si je dois revenir dessus et rebosser dessus. Donc voilà une logique binaire. Ça, c'est important. Alors imaginons que maintenant, je veux créer plusieurs seuils. En fait, je veux créer en fonction de la moyenne, en fonction du binaire, etc., etc. Si on avait le temps, je vous expliquerai ici toutes les méthodes pour faire des if de if de if de if de if, if ou des switch, etc., etc. En fait, la logique est toujours la même.
Vous allez voir. On va prendre ces données, ici, et on va essayer de les découper en saucissons. Alors, je vais faire une petite annotation, voilà, petit stylo. N'importe quelle donnée est un seuil qui va d'un minimum. J'aurais pu faire un truc plus propre quand même, mais bon. N'importe quelle donnée est un seuil qui va d'un minimum à un maximum. Donc ici, ce sont des concepts que vous devez garder, hein. Ici, il y a le min et ici, il y a le max. En général, on utilise la médiane et en général, on utilise la moyenne. On peut essayer de chercher les minimums, par exemple les 10% les plus faibles, voire même les ultra nuls. Ça peut être un sujet de recherche. Et souvent, on cherche ceux qui ont cartonné, ça veut dire ceux qui ont dépassé les 90%, c'est-à-dire les plus forts, voire même ceux qui ont dépassé les 99%. Eux, on les appelle les déciles, parce qu'on découpe par 10. Eux, on les appelle les centiles, parce qu'on découpe par 100. Et on peut même faire les quartiles, c'est-à-dire 25%. La médiane étant le second quartile, 50%. Et ici, on peut mettre le trois quarts, c'est-à-dire les 75%. Voilà. En général, quand on a à étudier une donnée quantitative, on va s'intéresser principalement à sa moyenne. On va regarder le rapport entre sa moyenne et la médiane. Si ce rapport est énorme, alors il y a un problème. Donc on va préférer la médiane, parce que normalement la médiane et la moyenne sont très proches l'un de l'autre dans une distribution normale. Après, on va découper en quartiles, le quart le plus faible, celui qui est juste en dessous de la médiane, ceux qui sont au-dessus de la médiane et ceux qui sont exceptionnellement au-dessus. Et puis après, on va essayer d'isoler les très 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 faibles et on va essayer d'isoler les très 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 forts. Et vous voyez, ça va nous créer des catégories. Les catastrophiques, les très 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 faibles, les moyens qui sont juste au-dessous de la médiane. On pourrait même faire un truc entre les deux, là. On a une catégorie entre les moyens et les averages. Après, on a au-dessus de la moyenne normale, incroyable au-dessus de la moyenne. Et là, on a vraiment les gens qui sont très, 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 très forts. Voilà. On pourrait découper comme ça. Alors, c'est à vous de décider comment vous transformer en information. Vous comprenez bien que donc vos données, vous les transformez en catégories qualitatives. Ça doit être des données. Tout ça, ce sont des catégories à qui vous pouvez donner un nom ou une échelle, hein. Vous pouvez donner un code A, B, C, D, E, F. Vous pouvez donner un numéro si vous voulez créer une échelle. Vous pouvez donner des mots si vous voulez que ça soit pertinent. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce que vous voyez que le chiffre en soi ne veut rien dire pour un être humain. Stratégiquement, le chiffre ne veut rien dire. Quelqu'un qui ne connaît pas le milieu ne comprendra pas ce que vous dites avec ce chiffre. 4832, est-ce que j'ai réussi ou j'ai pas réussi? À quel point j'ai réussi? À quel point je suis extraordinaire? Ben ça n'existe pas dans l'absolu. C'est au regard des autres dans les mêmes conditions de température et de pression. Et donc, on va demander à ChatGPT ou à qui vous voulez, hein, on va lui demander de nous écrire une formule qui permet de faire ça. Alors, on va... Ah, c'est super, parce qu'avec le partage, mon partage reste, donc ça, c'est génial. Je vais lui donner un exemple. Dans GPT, on va donner un contexte, toujours lui rappeler le contexte dans lequel on travaille.
Dans une étude sur des pages web, virgule, j'analyse les données de performance sur les réseaux sociaux de chacune de ces pages. Point. Je veux désormais recoder une donnée quantitative qui exprime le partage de la page sur Facebook en données qualitatives. Et là, je vais lui expliquer comment. Du minimum au, je sais pas, premier quartile. Je veux que ça soit égal à 1. Du premier quartile à la moyenne. Je raconte n'importe quoi, hein, c'est à titre d'exemple, mais pour vous montrer que tout ce qui vous passe par l'esprit, c'est bienvenu. De la moyenne au 90%, au 90 centiles égale 3. Et du 90 centiles au max, ça doit toujours commencer par le min, ça doit toujours finir par le max. Le démarrage est toujours le min, la fin est toujours le max. Et là, maintenant, vous allez expliquer, vous avez expliqué le contexte, vous l'avez expliqué l'objectif, maintenant, vous allez expliquer le format. Quelle est la réponse que vous attendez? Donne-moi la formule Google Sheet, sachant que je travaille en anglais et mon séparateur est des points-virgules. Alors, vous n'aurez pas fait gaffe, mais mes formules, vous, si vous travaillez en français, vos séparateurs risquent d'être des virgules. C'est un gros défaut que je déteste dans Google Sheet. En fonction de la langue, on n'écrit pas le même langage informatique. Donc ça, c'est stupide. C'est vraiment très stupide et c'est une grosse erreur de Google Sheet. Mais bon, on fait avec. Donc moi, je lui précise que je travaille en anglais, que mon séparateur est le point-virgule. Donc je lui ai dit que je veux la formule. Je tape entrée. Ah non, zut, pardon. Et je lui donne, voilà un exemple de données. Voilà, il réfléchit, tac, 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 tac. Il va utiliser un ifs. En ifs, c'est un peu plus compliqué que if, j'aime pas trop. Je vais prendre cette formule, je vais la mettre telle qu'elle, ici. On va l'appeler FB share complexe. Et je vais venir ici, et je vais la mettre là. En fait, j'aime pas trop la formule qu'il a donnée parce que moi, j'aurais pas mis ça, j'aurais mis de M à M tout simple, hein. J'aurais pas mis avec les. J'aurais fait ça en fait. Mais bon, ça, c'est l'expérience qui vous le donnera, hein. Pas besoin de préciser, c'est un peu trop technique. Alors, c'est lui qui a raison, c'est pas moi en plus, hein. Mais c'est trop technique. Voilà. Donc là, elle est plus simple, hein. Si M2 est inférieur au quartile, premier quartile, parce qu'il y a plusieurs quartiles, hein, il y a le premier, le deuxième, le troisième, alors tu mets 1. Sinon, si ce n'est pas le cas, il est inférieur à la moyenne, tu mets 2. Sinon, c'est pour ça qu'il y a un F, if S, il y a le sinon de S. Sinon, si c'est ni l'un ni l'autre, il est peut-être inférieur au pourcentile, au centile 9, tu mets 3. Et si c'est aucun de ces cas, alors on est dans un cas où c'est tout le temps vrai, tu mets 4. Et vous voyez, il a mis 2 ici, et il a mis 4, etc., etc. Et là, on a une information beaucoup plus intéressante. Vous allez comprendre tout de suite si je mets des mots. Premier quartile, c'est très mauvais. La page a été très mauvaise. En dessous de la moyenne, ça a été médiocre. Entre la moyenne et le 9 dixième, c'est bon, voire même très bon. Alors nous, on n'a pas rendu les choses assez fines, donc bon. Par contre, au-dessus du dixième, des 10% les meilleurs, là, c'est excellent. Et regardez comment ça change.
Là, ça fait sens. Cette variable a beaucoup plus de sens qu'un simple chiffre. Je la descends. Hop, voilà. Très mauvais, médiocre, très mauvais, médiocre, médiocre, très mauvais, très mauvais. Voilà. 24, c'est médiocre. 115, c'est médiocre. 252, c'est excellent. C'est pas bon, hein, c'est excellent. Tu fais partie des 10% les meilleurs avec 252. Bon, c'est 189. Voilà, et c'est quelque part entre les deux, etc., etc., etc. Donc, vous voyez, on a pris notre donnée quantitative, on l'a découpée selon un certain critère, ça nous a fait des blocs de catégories, et chacun des blocs, on lui a donné une qualification. Qualification qui a un sens pour mon entreprise. Qualification que je vais pouvoir justifier, que je vais devoir expliquer. Cette formule-là, je dois la garder de côté. Elle est la justification de la création d'une nouvelle variable. Et ça, c'est hyper important. D'accord? Donc, en gros, je ne vous demanderai pas plus en termes de recodage quantitatif. Maintenant, on va s'attaquer au recodage qualitatif. Ici, par exemple, on a des qualités. Voilà des sites web avec leur description. Toc, toc, toc. Et je voudrais créer une colonne plus simple qui va s'appeler catégorie d'acteurs. Ah non, surtout pas mettre d'accent. Ouais, là, je suis en train de vous montrer des contre-exemples. Dans les noms de variables, vous ne mettez jamais d'accent, vous ne mettez jamais d'espace, ni de caractères spéciaux comme des guillemets, etc., etc. Catégorie d'acteurs. Alors, on va regarder un peu ces sites web. Et en fait, c'est trop compliqué. Lesjeudis.com, rechercher un emploi. Donc ça, c'est un site de recherche d'emploi. Les Échos, c'est actualité économique. Welcome to the jungle. Alors avant, à l'ancienne, on faisait catégorie d'emploi. Alors, comme c'est des variables, catégorie emploi, pas d'accent, rien. On faisait presse économique, etc., etc., etc. Et on se tapait les 5000 lignes. Et ça prenait 3 jours et on se mettait à 4 stagiaires et ça prenait 2 jours pour recatégoriser tous les trucs. Mais c'est normal, on avait facturé au client 2 jours hommes juste pour le recodage de cette variable. Donc, on avait facturé 10 jours hommes pour le recodage de données et c'était à peu près 350 € la journée. Donc, vous imaginez, il y a 3500 € juste pour recoder ces variables. C'est pour ça qu'une étude comptait entre 12 000 et 14 000 euros. Voilà, et ce n'était pas permis à tout le monde, c'était permis qu'aux grandes entreprises qui faisaient des analyses stratégiques. Et ben ça a été complètement bouleversé par les LLM. Alors maintenant, voilà, j'aimerais bien faire rentrer Gemini dans mon Excel. Et là, je vous ai donné un petit cadeau, un petit bijou que j'ai fait développer par Gemini lui-même, un petit cadeau qui va permettre de créer une fonction à l'intérieur de Gemini. Alors évidemment, moi, je ne vais pas vous le demander à titre d'évaluation, je vous le donne en cadeau bonus. Moi, je vous donnerai des données qui seront catégorisées parce que ça demande à ouvrir un API, ça demande à mettre une carte bleue et de mettre 10 € ou 15 € dans GPT, etc., etc. Donc, en tant qu'enseignant, je ne peux pas vous demander ça, mais vous, en tant que professionnel, vous pourrez le faire ou demander à votre entreprise de le faire. Je vais vous montrer comment on fait, mais moi, en tant qu'enseignant, je ne peux pas exiger que pour un examen dans un cours, on dépense de l'argent. Donc, moi, je l'aurais fait pour vous, mais je vais vous montrer comment on le fait. La première chose, c'est que il n'y a pas de catégorie GPT. Si je tape égal GPT, il n'y a pas de catégorie GPT pour appeler GPT. À ce jour, elle n'existe pas encore. Moi, je l'ai créée
Parce que dans Excel et dans Spreadsheet, on peut créer ses propres fonctions. Vous voyez, tout à l'heure, on a utilisé une fonction qui s'appelait if, une autre qui s'appelait ifs. Il y en a plein des fonctions. Ce sont des scripts. Moi, je peux créer mes propres fonctions. Et donc, j'ai demandé à GPT de créer des fonctions. Ici. Regardez, c'est important. Je ne vous demande pas de comprendre ces fonctions. C'est beaucoup trop compliqué. Je vous demande de savoir les récupérer. Ben, votre informaticien a créé pour vous des fonctions. Ici, par exemple, on voit la fonction Gemini qui demande un prompt, qui demande une clé API, parce qu'il va falloir appeler GPT et lui dire, tiens GPT, je vais t'envoyer une information, est-ce que tu peux répondre à mon prompt? GPT, lui, va pas vouloir, évidemment. Il va vous dire, moi, je ne te connais pas. Et puis, c'est pas gratuit, hein, on n'est pas à la fête. Hein. Donc, quitter, eh ben, il va falloir lui donner une clé d'identifiant qui va te permettre de lui dire, je suis un tel, facture-moi sur mon compte personnel. Et cette clé, une fois que tu lui auras donné la clé, il va te dire, oui, mais mon cher ami, d'ailleurs, j'ai fait une erreur, j'ai mis mode au lieu de modèle. Ah, zut, il va falloir que je réécrive tout le code. Non, bah, tant pis. Mode. Zut, 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 c'est modèle. Attends, c'est bizarre. Pourquoi lui, c'est mode? Ouais, c'est modèle partout. Alors attendez, je vérifie sur mon code. Euh, et à un moment, il met le modèle. En cas d'erreur. Méthode, poum, poum, température, texte. Ah oui, modèle. Ici, il y a une faute. Oup, 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 oup. Non, non, c'est modèle. J'ai mis partout modèle. Je revérifie. Normalement, j'ai mis partout modèle. Un, deux, trois. Et donc, vous avez tous les LLM en ce moment sur le marché. Ah ouais, ouais, voilà, 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 voilà. Donc, je copie ce code. CTRL A, copier. Je vais ici. Je vais dans Extension. Et là, j'ai Application Script. Ça veut dire mes propres codes à moi. J'ai d'ailleurs tous les plugins. Hein, il y a des plugins. Et donc, il va m'ouvrir une page spéciale qui sera dédiée à ce Google Sheet. Alors, il y a moyen de l'enregistrer une fois pour toutes sur son compte, et puis, bon, c'est un peu trop compliqué. On va dire que pour chacun des sheets, je supprime tout ce qu'il y a et je fais CTRL-V. Et voilà mes fonctions en un peu plus clair. Il y a la fonction GPT, la fonction DeepSeek, elle marche exactement pareil, qui va appeler un prompt avec une clé API et qui va appeler un modèle. Parce que, évidemment, chacun de ces prestataires a plusieurs modèles. Et là, je vous ai mis, par défaut, il appellera le modèle. D'ailleurs, là, il y a une erreur, mais qu'est-ce qui m'est arrivé sur ce prompt? Ah, le L a sauté, il est là, le L. Et là, vous n'oubliez pas, une fois que vous avez copié-collé votre code, d'enregistrer le projet. Il est bien enregistré. Et vous allez voir ici une chose extraordinaire, mais qu'il va falloir manipuler avec délicatesse. Ici, je vais appeler GPT. Il va avoir comme prompt ce qui est écrit ici. Et il va avoir comme clé API, point virgule, une certaine clé API. Et je pourrais lui préciser que le modèle, c'est Tartampion. Modèle égale Tartampion. Évidemment, là, on reconnaît une fonction qui va chercher une cellule, une clé API, Tartampion. Bien sûr, ça ne va pas marcher. C'est pas comme ça. Là, il essaye et il me dit, bah, n'importe quoi, ton truc, ça n'a pas marché du tout. Il y a une grosse erreur. C'est normal. C'est un peu plus compliqué que ça. Il va lui falloir lui donner un prompt
et lui donner des données variables. Alors, je vais écrire mon prompt à côté. Non, je vais l'écrire là, tiens. Hop, ici. Rappelez-vous, contexte. J'étudie des pages web qui réfléchissent sur l'impact de l'IA sur le travail. Point. Je veux catégoriser un nom de site web et une description de site web en type d'acteur. Point. Je vais donc te donner le nom du site ainsi que sa description quand elle est présente et tu devras me donner une catégorie d'acteurs sous format d'un groupe nominal. Ça, c'est mon prompt. J'étudie des pages web qui réfléchissent sur l'impact de l'IA sur le travail. Je veux catégoriser un nom de site web et une description de site web en type d'acteur. J'essaie de décrire très clairement mon objectif sans rien oublier. Je vais donc te donner le nom du site, donc je lui donne une instruction très claire, ainsi que sa description quand elle est présente, et tu devras me donner une catégorie d'acteurs sous format d'un groupe nominal. Je lui donne un format de sortie. Je lui dis mon objectif, ce qu'il a à faire, et je lui demande un format de sortie. J'en reste là à ce niveau-là. Donc déjà ici, le prompt I1. Il vous faut désormais maintenant votre identifiant GPT. Cet identifiant GPT, eh ben, il est sur la partie développeur. Il faut créer un compte développeur chez OpenAI. Il faut créer un compte chez tous les professionnels du GPT. Attention, ce n'est pas le GPT que vous connaissez parce que vous, vous êtes client. Vous n'êtes pas développeur chez GPT. Vous êtes client. Et donc, ici, je suis dans un compte particulier qui est un compte professionnel que vous pouvez créer hein, très librement, dans lequel j'ai un dashboard et dans lequel j'ai des ABI. Et ici, vous avez une clé API, c'est mon compte. Et vous voyez, pour Google Sheet, j'ai créé une clé API. Et j'ai aussi de l'argent déposé dessus. Pas grand-chose, hein, normalement. J'ai combien de sous-sous? Voilà, ouais, il me reste pas grand-chose. Ah non, ça, c'est ce que j'ai dépensé. Je ne sais plus où j'ai mis, où il y a l'argent qui me reste, mais il y a quelque part, je crois, dans dashboard ou quelque chose, le fait que je dois avoir 5 ou 10 euros. Alors, je ne sais plus très bien. Là, c'est les usages, hein, évidemment. On voit les usages. Mais le plus important qu'il faut retenir, c'est qu'il vous faut une clé d'entrée. Donc, il faut la créer, cette clé. Attention, pour des raisons de sécurité, elle va apparaître qu'une seule fois. Il faut la mettre de côté. Absolument la mettre de côté. Donc, on va l'appeler Exo Google Sheet pour n'importe quel projet. Créer cette clé. Ça vaut identifiant. Copiez-la. Je vais vous la montrer, elle est là. Sur un fichier texte à part. Attention, ce fichier texte est précieux parce que si quelqu'un a cette clé, il va pouvoir taper dans votre compte immédiatement. Donc c'est à la fois un fichier texte qu'il faut garder, mais dans une façon sécurisée. Donc vous voyez, c'est incompréhensible. Donc je vais prendre cette clé-là et je vais la mettre ici. Et je ne vais pas lui préciser de modèle parce qu'il en a un par défaut. Alors vous avez compris la logique. Le prompt, il est dans I1 et ma clé d'entrée. Ça dit quoi? Cher GPT, je t'envoie ma clé d'entrée et tu dois faire comme il est marqué dans le prompt. Sauf que là, le prompt, il n'est pas complet puisqu'il ne sait pas de quel site web il doit faire. Donc, je vais rajouter à mon prompt, rajoute les jeudis et rajoute, il faut que je lui mette un retour à la ligne, rajoute la description. Donc, le prompt, je vais même mettre un retour à la ligne ici pour que ce soit plus propre. Retour à la ligne, c'est N. Le prompt,
I1. J'ai mis des dollars pour que ça se fixe, que le prompt ne bouge jamais. Par contre, j'ai pas mis des dollars de G2 et de H2 parce que lui, il va bouger en fonction de la formule. Ma clé d'entrée pour être facturé par ChatGPT. Chargement du cours. J'attends. Voilà. Regardez. Ils viennent faire le travail pour vous. Il l'a appelé plateforme de recherche d'emploi. Je ne sais pas si vous mesurez la magie. Il a lu le texte, il a compris ce que c'était votre instruction et il a rempli pour vous. Donc je vais faire ça et je vais le descendre comme ça. Alors on va y aller doucement, hein, par bloc de 10 ou par bloc de 20. Ah, berk, 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 parce qu'on va le tester. Je déteste, il fait ça. Regardez. Il m'a mis catégorie d'acteurs, machin, etc. Non, alors que je lui ai demandé pas de gras, pas de acteur du marché, mais là il m'a mis des étoiles, ça veut rien dire. Alors je vais revenir sur mon prompt et je vais lui préciser, c'est pour insérer immédiatement dans mon Google Sheet, alors ne mets aucun commentaire ni mise en forme. Et regardez le danger, ça c'est un gros danger, je fais un warning. À chaque fois que vous allez modifier votre prompt, à chaque fois que vous allez recharger votre page, il va relancer ChatGPT. Donc ça c'est très dangereux parce que à chaque fois il va vous facturer. Donc quand vous faites ça, c'est très délicat. Tac, 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 tac. Vous voyez, il met site de recherche d'emploi et site d'emploi, c'est la même chose. Mais pour l'instant, on va le laisser faire. Tac. Pas trop, pas trop, pas trop, pas trop, pas trop, parce qu'il risque de bugger. J'attends. Rappelez-vous qu'avant, c'était 3 jours, hein, à 5. Là, on vient de mettre 10 secondes devant vous. Hop. Allez me dire s'il y en a 10 000. Ah, bah, s'il y en a 10 000, c'est pas à vous de le faire, hein.